Bonjour. Alors, j'ai pas mis de perruque. Flemme, t'as vu. J'ai des sourcils un peu trop rouges, mais c'est pas grave. C'est la fête des mères. Donc, je vais voir ma mère. Et j'avais pas envie de m'abîmer les cheveux, de les relaver, de les rebrushiner, voilà. Donc, on est au naturel ce soir. Enfin, ce matin. Comment allez-vous? J'arrive pas à mettre mon écran derrière. Voilà. Je suis sponsorisée par l'État de Palestine. David Michael Pagliano, 62 ans, a été condamné à perpétuité, ah ouais d'accord, pour le meurtre de son épouse, Sandra, 39 ans. 62 ans, 39 ans. Excuse-moi, j'aime pas juger, mais là j'ai envie. Le couple partageait 2 enfants, et ils étaient en instance de divorce controversé au moment du meurtre. Elle a été tuée en mai 2017. Je suis désolée, mais qu'est-ce que vous en pensez, 62 ans, 39 ans? Moi je suis pas très loin de son âge. J'ai 29 ans. 62, c'est mon daron. Un petit peu plus, mon daron, mais voilà. Après, peut-être s'il s'aimait vraiment. Mais ça m'étonnerait. Non, j'arrête d'être méchante. Les détails de la mort de Sandra sont brutaux. Sandra a été kidnappée chez elle alors que ses enfants dormaient à proximité, attachés avec du ruban adhésif, et conduite vers un endroit éloigné et enterrée vivante. Les preuves ont révélé qu'elle s'est débattue vigoureusement alors qu'elle se trouvait dans la tombe du coup de fortune, et qu'elle était probablement consciente jusqu'à 5 minutes après avoir été enterrée. Oh, elle a survécu 5 minutes dans la tombe de fortune. Manque d'oxygène, c'est allé vite pour elle, mesquine. Le corps de Sandra a été retrouvé ligoté et bâillonné avec du ruban adhésif dans une tombe creusée à la main. Il était déter, le mec, dans une région isolée du nord de Prescott, en Arizona, pardon. Des preuves téléphoniques ont montré que David, donc son mari, se trouvait dans la région quelques jours avant la disparition de sa femme et la nuit de l'enlèvement. Est-ce qu'il y est pas allé quelques jours avant pour creuser? Mais pourquoi à la main? Il y allait quelques jours avant, ça veut dire techniquement elle aurait pu avoir le temps de le faire bien. Je suis perfectionniste même dans la commission d'un meurtre, mais bon, je veux dire c'est complètement débile de creuser une tombe à la main. Et comment ils ont su? Je continue, j'ai plein de questions. Les procureurs affirment que David a tenté de falsifier des notes pour couvrir la disparition de sa femme. Les détectives ont récupéré 2 notes déposées dans la procédure de divorce après la disparition de Sandra, prétendument écrites par Sandra, qui disaient qu'elle quittait son mari et qu'elle lui donnait les véhicules, la maison et la garde des enfants. Il est allé un peu trop fort, lui, je crois. Un examen médico-légal des notes a révélé qu'elles avaient été en réalité écrites par David. Sandra a été portée disparue le 21 mai 2017, après avoir été vue pour la dernière fois quelques jours plus tôt, le 19 mai, alors qu'elle ne s'était pas présentée à un événement social prévu. La sombre découverte de sa dépouille a eu lieu le 26 mai, après que David ait été arrêté et accusé de son meurtre. Il n'a pas aidé à la recherche. Le suspect a continué de nier ou savoir où elle se trouvait. Le procureur du comté, Dennis McGrain, a déclaré que les procureurs avaient demandé la peine de mort dans cette affaire en raison des circonstances horribles entourant l'enlèvement et le meurtre de la jeune maman. David a cependant décidé de plaider coupable sans accord de plaidoyer et a choisi de laisser le juge décider de sa peine. D'accord. En plus de la peine à perpétuité, David a également été condamné à plus de 16 ans de prison pour enlèvement et fraude. Faut vraiment avoir un niveau de détermination incroyable pour creuser une tombe à la main. Ça fait mal. Il avait des ongles comme moi, tu sais, très longs, qui aident ou pas? Non? J'imagine pas. Ça doit piquer, tu trouves pas des trucs qui piquent dans la terre, non? Je sais pas. Je me demande en fait si la tombe elle était si creuse que ça, si profonde que ça. Elle s'est étouffée vite. Mais le problème c'est que même, en fait, il l'a enterrée, mais elle était pas... elle avait pas ses mains, quoi. Elle était complètement attachée, donc elle a même pas pu essayer de se sortir de là, mais elle s'est débattue. Imagine te voir mourir enterré vivant dans une tombe, quoi. Je pense que c'est une des pires morts que tu puisses vivre, dans une tombe, creusée par ton connard de mari, quoi. Cap sur le Lot-et-Garonne, avec une nouvelle version de l'amant dans le placard, plutôt rocambolesque. Au départ, une femme qui rentre du travail, dans la région d'Agen. Elle gare sa voiture devant la maison, comme tous les soirs. Première surprise, lorsqu'elle ouvre la porte du garage, elle tombe nez à nez avec un inconnu, à moitié nu, en t-shirt, le reste a l'air libre. Et ce n'est pas tout, car le gros chien de la famille est aussi dans le garage. L'homme le tient par le cou, dans une position que la propriétaire décrira comme équivoque. La surprise passée, l'intrus prend ses jambes à son cou. La femme est convaincue d'avoir eu affaire à un pervers
zoophile. Elle prévient les gendarmes et donne un signalement précis. La maréchaussée retrouve rapidement le suspect qui est placé en garde à vue pour violation de domicile et sévices sexuels sur un animal. Mais l'homme livre très vite une autre version. Il est en fait l'amant du mari, et pas du chien. Lorsqu'il a entendu la femme se garer, il a tenté de se cacher, mais le chien s'est mis à aboyer. Il tentait donc de le faire entrer dans la maison. Entendu, le mari proteste. Il n'a pas d'amant. Je ne suis pas gay. C'est ça, ouais. Mais les relevés téléphoniques attestent de la relation intense entre les deux hommes. Tout le monde a donc été relâché. Place maintenant aux explications en privé. Donc c'était pas de la zoophilie. Le pauvre chien, bon, il a été un peu étouffé, quoi, pour qu'il se taise. Mais voilà, il a pas été malmené, quoi. Tout est bien qui finit bien, je pense, pour le chien. Mais le mari s'est fait bêtement griller avec son amant, quoi. Il y a un truc que je comprendrai jamais. Tu trompes ta femme ou ton mari. Pourquoi tu ramènes à la maison ton casse-dalle, ton sandwich, ton à côté? C'est du lit conjugal, en plus. Ou la cuisine conjugale, ou là où tu fais ton délire, quoi. Mais pourquoi les ramener à la maison, quoi? Va dans un bar, fais ça dans un bar, dans les toilettes d'un bar, dans un hôtel, je sais pas, dans la niche. La maison, il y a tellement de chances de se faire griller. Surtout si t'es un homme à moitié gay, quoi, gay ou bisexuel, et que tu veux pas que ta femme elle sache, quoi. Tu prétends être hétéro, strictement hétéro. Dans la voiture, c'est une bonne idée. Dans le coffre, il y a de la place. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que vous serez d'accord avec moi puisque j'ai toujours raison. C'est l'excitation du truc, en fait. Plus tu braves les interdits, plus tu franchis la limite, plus tu vas loin dans le délire, dans la trahison, plus c'est excitant, je pense, non? C'est comme ça qu'ils le justifient, apparemment, les gens. Hein? Cinq jeunes se sont présentés ce mardi 14 mai à la justice belge après avoir jeté une plaque d'égout sur un camion. Ça pèse 1 tonne le truc. Les faits se sont produits vendredi 10 mai sur l'autoroute belge E42 entre Héron et Andenne. Une enquête pour assassinat puré a été ouverte, a indiqué le parquet de Namur. C'est lui le monsieur qui est mort? Mesquin. Un routier roumain est mort dans la nuit de vendredi à samedi 11 mai après avoir reçu une plaque d'égout depuis un pont de l'autoroute 42 près de Namur. 5 jeunes, dont 2 mineurs, se sont présentés mardi 14 mai à la justice belge. C'est bien, ils se sont rendus eux-mêmes. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Le chauffeur est mort sur le coup. Le groupe de jeunes a jeté une plaque d'égout accrochée à une sangle du haut d'un pont enjambant l'autoroute 42 à hauteur de Héron. Pesant près de 20 kg et mesurant 30 cm sur 60, la plaque en fonte a transpercé le pare-brise du camion où se trouvait l'homme d'origine roumaine qui est mort sur le coup, mesquin. Mais l'employé du transporteur espagnol Castillo Trans n'était pas seul. Sa compagne était présente au moment des faits. Putain. Cette dernière, assise dans la cabine à ses côtés, est parvenue à immobiliser le poids lourd et à éviter la sortie de route. Putain. Selon les médias locaux, les jeunes avaient fait usage de capsules de protoxyde d'azote, aussi connues sous le nom de gaz hilarant. Le parquet de Namur n'a pas voulu dévoiler d'informations supplémentaires à ce sujet. Ça se vend vraiment le gaz hilarant? Moi je croyais que c'était que dans les jeux vidéo. Parmi les 5 suspects, tous interpellés dimanche 12 mai, il y a 2 mineurs, 3 majeurs, a précisé un porte-parole. Tous sont originaires de la commune d'Andenne, non loin de Héron, où les faits se sont produits. Ils sont présentés aujourd'hui au juge d'instruction pour les majeurs et à un juge de la jeunesse pour les 2 mineurs qui devront décider de leur placement en détention. La prison à vie, c'est la peine maximale que risquent les 3 jeunes jugés pour les faits. Quant aux 2 mineurs, ils risquent jusqu'à 30 ans de prison si le tribunal de la jeunesse les remet à la justice et qu'ils sont jugés comme des adultes. 2 jours plus tôt, le même incident s'est produit au même endroit. C'est pas possible! Une plaque d'égout jetée sur un camion. Plus de peur que de mal. Le chauffeur a eu le temps de freiner après avoir aperçu les jeunes sur le pont. Les 5 mêmes jeunes ne sont pas écartés des pistes pour cet incident similaire. Non. Ce seraient eux peut-être les responsables. Bah, c'est sur le même pont. Il est possible que ce soit. Hein. Les faits ont pu être élucidés grâce aux images de la caméra de surveillance d'un riverain non loin du lieu du crime. J'ai vu la voiture de ces garçons garés sur le pont ce vendredi soir. Tout au long de la soirée, ils ont régulièrement tiré des petits feux d'artifice, mais sinon je n'ai rien remarqué. J'ai vu sur une caméra chez moi que cette voiture était passée plusieurs fois vendredi soir. J'ai appelé le bourgmestre d'Héron
Qui a prévenu la police? Ils sont venus récupérer nos images afin d'identifier le propriétaire du véhicule. Les policiers nous ont rendu les images et nous ont remerciés puisque les garçons avaient été arrêtés en partie grâce à cette identification. Malgré l'abandon de la qualification d'assassinat, les prévenus majeurs risquent malgré tout une lourde peine. Ils échapperont néanmoins à la prison à perpétuité. J'espère qu'ils seront enfermés à vie, a réagi toutefois Maria, donc la femme du défunt, et qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait, et pour qu'aucune famille n'ait à revivre cette souffrance. Lorsque je ferme les yeux, je revois toute la scène. Nous devrions être en train de préparer notre mariage. Mais je suis en train d'organiser les funérailles de Georges. Tout ça, c'est de leur faute, parce qu'ils s'ennuyaient. J'ai mal au cœur, putain, la pauvre. Une plaque d'égout. C'était l'idée de qui, en fait? C'était l'idée de qui? De mineurs qui ont gâché leur vie, en fait, avec cette connerie. Les parents d'un garçon d'1 an, âgé de 25 ans, donc les parents sont âgés de 25 ans, ont été arrêtés en Arizona en lien avec la mort du petit, après l'avoir laissé dans son berceau sans surveillance pendant plus de 16 heures. Braydon Jesus Peña et Shania Darlene Harris ont été arrêtés dimanche et accusés de maltraitance et de négligence envers l'enfant. L'enquête sur le couple a commencé lorsque Harris, donc la meuf, a appelé le 911 dimanche 24 mars. Elle a déclaré au répartiteur que son fils de 1 an ne respirait pas. La police aurait noté que, alors qu'elle était au téléphone avec le répartiteur, son mec là, Peña, comment il s'appelle, Braydon Peña, avait refusé de prendre des mesures pour sauver la vie de son fils. CPR? Non, fuck you, hein, ça m'intéresse pas. Le répartiteur a en outre noté que Harris, la meuf, était hystérique, alors que Peña a répété à plusieurs reprises que le petit garçon avait juste froid. À leur arrivée sur les lieux, les premiers intervenants ont repéré l'enfant allongé dans un parc, dans la chambre des parents. Un parc, enfin pas un parc, mais comment on appelle ça? Tu sais, les trucs de jeu là. La police aurait déclaré que le petit garçon présentait une coloration bleu-violet et qu'une rigidité cadavérique s'était déjà installée, indiquant qu'il était décédé il y a plusieurs heures déjà. La raideur et la lividité ont également été jugées incompatibles avec la façon dont le bébé était positionné au moment de l'arrivée de l'agent. Ils l'ont déplacé, c'est bâtard. Ça doit être lui, j'en suis sûre. La résidence et la victime n'avaient pas non plus été nettoyées depuis longtemps. Il convient de noter que l'appartement était dans un état général de désordre et d'insalubrité, et qu'il était évident que la victime n'avait pas pris de bain depuis un certain temps, indique la fille des victimes. Des croûtes étaient également visibles sur son visage, son menton et ses jambes. On ne sait pas d'où elles proviennent. Oh là là, il est tellement cute. Dans un entretien avec la police, Peña, donc le mec, a déclaré que son fils souffrait d'hydrocéphalie, un trouble neurologique caractérisé par une accumulation de liquide dans les cavités profondes du cerveau. On l'aurait diagnostiqué à la naissance. Oui, mais pourquoi il est sale en fait? C'est pas ça qui fait qu'il est sale, ton enfant, quoi. Peña aurait déclaré que son fils ne prenait pas de médicaments pour traiter cette maladie, parce qu'il ne présentait aucun symptôme gênant avant sa mort. Mais c'est qui ce ton? Concernant la chronologie des événements, le couple aurait déclaré aux enquêteurs avoir couché leur fils entre 22h30 le samedi 23 mars et 2h du matin le dimanche 24 mars. Un bébé d'1 an, tu le fais dormir entre 23h30 et 22h30 et 2h du matin. Le couple aurait confirmé qu'il n'avait pas surveillé le garçon jusqu'à peu de temps avant qu'il n'appelle le 911. Vers 18h30 le 24... Comment c'est possible de coucher ton gosse et de pas vérifier son état jusqu'à 18h le lendemain soir? Peña et Harris auraient également confirmé qu'ils s'étaient réveillés le matin du 24 mars mais n'avaient pas surveillé leur enfant, même s'ils l'avaient tous les deux laissé seul pendant qu'ils achetaient leur petit déjeuner chez Burger King. Au lieu de cela, ils auraient mangé leur nourriture et se seraient recouchés, dormant le reste de la journée, ça sent les addicts, jusqu'à ce qu'ils trouvent le garçon inconscient. Je critique pas, hein, mais ça sent l'addiction, tu dors pas toute la journée. De plus, le couple a déclaré qu'il n'y avait pas de caméra ni de babyphone à la maison. La police a également noté que Harris était resté près de Peña pendant l'interrogatoire et qu'au moment de leur séparation, elle lui aurait dit qu'ils avaient besoin d'un avocat et lui aurait crié « Ne dis rien, connasse ». Harris et Peña sont tous les deux détenus à la prison du comté de Maricopa, en Arizona, moyennant une caution de $100 000. Ils doivent tous les deux comparaître devant le tribunal le 3 avril. Donc la comparution a déjà eu lieu, mais je pense que ça doit être une comparution de seulement plaidoyer en fait, parce que c'est trop tôt pour un procès, les faits se sont produits seulement en mars, je pense qu'il n'y a pas encore eu de procès. Ça doit être juste une première audience, j'imagine, et probablement l'audience de plaidoyer. Je vais me renseigner un peu plus sur cette affaire, et je vais peut-être même faire une vidéo sur YouTube plus complète après qu'il y ait voilà, tout le procès qui soit passé. Ils laissent tuer leur gosse pour aller à Burger King.
Et moi qui rêve d'être maman, pareil, Ida, Yuna, je te rejoins, moi aussi, je rêverais d'avoir un bébé. Je me dis, un seul, Dieu, s'il vous plaît, un seul, franchement, juste un seul, je serais heureuse. Et regarde, elle, ce qu'elle a fait du sien, quoi. Moi, j'en veux pas et on viendra dire que c'est moi l'égoïste. Mais non, Natou, non, vis pour toi, wesh. Vis pour toi, qu'on s'en bat les couilles de ce que les gens les disent. Je te jure, moi, si j'ai pas d'enfant, celui qui me fait une remarque, je vais lui dire, bah, ok. En fait, c'est les gens qui rejettent leur frustration sur toi. Tu sais, qui se disent, j'aimerais pas être à sa place, pas avoir de gosse, dans ma tête, j'aurais raté ma vie. C'est toi qui ressens les choses comme ça. Moi, je vais adopter la technique de Keanu Reeves, qui a dit, si aujourd'hui, je me bats plus, en fait, avec les gens. Si quelqu'un me dit 1 + 1 = 5, je vais lui dire, ouais, c'est toi qui as raison. Je vais adopter la technique de Keanu Reeves. Je m'en bats les couilles, en fait, de ce que vous dites. Voilà, tu veux m'embrouiller, c'est toi qui as raison. Je me prosterne. Voilà. Ouais, chacun devrait avoir le choix de vouloir un enfant ou pas, et c'est pas à la société ou à la famille ou à ta religion de... Enfin, l'interprétation que les gens font de la religion, de te pressionner pour faire des gosses, quoi. Celles qui veulent pas d'enfants, ouais, elles pensent pas à celles qui peuvent pas en avoir. Genre, je dois faire un gosse pour toi, en fait. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'étais pas au courant. On y va pour notre prochaine affaire, qui nous emmène dans une auberge. Donc tout de suite, ça sent les problèmes. Une femme de 70 ans, Altobella Capelleri, a été condamnée mercredi à 20 ans de réclusion en appel par la cour d'assises de Haute-Garonne pour séquestration suivie de mort d'un SDF dont le corps, jamais retrouvé, aurait été détruit dans des conditions sordides. J'allais dire, une meuf de 70 piges pour qu'elle prenne 20 piges par la cour française, c'est qu'elle a dû faire un truc très grave. La condamnation de cette aubergiste, présentée comme violente et autoritaire au sein même de sa famille, a été alourdie par rapport aux 15 ans de réclusion criminelle infligée par les assises de Tarn-et-Garonne. Ça veut dire, même la cour, ils ont dit, en fait, on t'a pas proposé assez, le procureur, il a pas demandé assez. L'aubergiste, à Occamville, dans le Tarn-et-Garonne, avait accueilli la victime, Georges Ourdin, en 1989. Il effectuait de menus travaux dans l'auberge, mais avait rapidement été traité en esclave mesquine, victime de multiples sévices et brimades, selon les témoignages rapportés lors des 2 procès. En 2003, des rumeurs font état de la mort du SDF, âgé d'une 60aine d'années mesquine, dont le corps aurait été jeté au cochon par Altobella. Ceux-ci n'en ayant pas voulu, genre même les cochons, ils ont dit non, on veut pas de ton crime. Il aurait été précipité dans un puisard avant d'être brûlé dans la cheminée de l'auberge. Les débats devant la cour d'assises ont permis de situer la date du décès entre fin 1993 et début 1994. Les enquêteurs s'intéressent alors à l'auberge du Tail. Ils découvrent qu'elle est fermée depuis, mais qu'Altobella, sa propriétaire, y vit toujours en compagnie de sa fille handicapée, sourd-muette, et d'un ouvrier agricole franc. Ça sent pas bon pour les gens qui vivent avec elle. De toute façon, ils ont témoigné contre elle. L'enquête met en lumière différentes rumeurs inquiétantes à son sujet. La patronne ne serait pas aimable, ce qui aurait fait fuir une partie de sa clientèle. Il se dit aussi que, lorsque l'auberge est ouverte, Altobella y organise des parties de débauche avec des notables, et qu'elle aurait incité sa fille à avoir des relations sexuelles avec un détaillant en Champagne pour négocier des tarifs avantageux sur ses produits. Schizo, tu m'as achevé là. Franck déclare aux gendarmes qu'il arrive à l'auberge du Tail à l'âge de 8 ans. Madame Altobella lui donnait alors des tâches simples à réaliser. Il s'y est alors installé. Puis, à l'âge de 18 ans, elle lui confie un véritable emploi. S'occuper de la ferme, bricoler, sortir la poubelle, balayer la cour. Il dit qu'Altobella, elle est gentille, mais sous emprise de l'alcool, elle peut être violente. Elle l'aurait violé, en le forçant à coucher avec elle. Elle le bat. En plein hiver, elle le force à se déshabiller dans la cour extérieure de l'auberge, puis le lave au jet d'eau froide. Il dit que malgré ses mauvais traitements, il reste parce qu'elle lui fait peur. C'est qui ce mec par rapport à elle? C'était pas le jour pour que je dise des trucs comme ça, en fait. Je suis très pas bien aujourd'hui, je crois que j'ai mes règles. Franck déclare que Georges Ourdin se présente affamé et accablé à l'auberge, et Altobella accepte de l'héberger. Toutefois, cet hébergement se résume à coucher par terre, sur une couverture dans la buanderie. Franck dit qu'Altobella frappe Georges, le SDF. Dans son témoignage, il affirme qu'à plusieurs reprises, Altobella le force à violer Georges, alors que ni l'un ni l'autre sont consentants. Altobella filme ces viols, puis se sert de la vidéo pour menacer Franck de la montrer à sa famille chaque fois qu'il tente de partir. Questionné sur sa vie à l'auberge, Claude, le fils
de L, dit que lorsqu'il est petit, sa mère, Altobella, le jette tout nu dehors en pleine nuit. Elle fait violer sa fille sourde-muette, hein, handicapée, donc son fils, voilà, je ne m'attendais pas à moins d'elle. Tout le monde vit sous la menace permanente d'Altobella. Claude raconte qu'une fois, alors que son petit frère a uriné au lit, sa mère lui brûle le sexe avec une cigarette. Concernant Georges, donc le SDF, Claude explique aux gendarmes qu'une nuit sa mère l'appelle au téléphone pour lui demander de venir à l'auberge. Une fois sur place, elle lui explique que Georges a fait une mauvaise chute, qu'il est mort et que son cadavre est dans la buanderie. Sa mère lui demande alors de s'occuper du corps. C'est elle qui tue et elle dit à son fils « Tiens, vas-y, nettoie derrière moi ». Claude fait comprendre finalement aux enquêteurs que Georges est mort des suites des maltraitances et des sévices répétés infligés par Altobella. Selon ses dires, sa mère le force alors à porter le cadavre jusqu'à la porcherie. Claude dit qu'il prend l'initiative de nourrir discrètement mais copieusement les cochons juste avant de leur présenter le corps de Georges Meskin. Les cochons n'y touchent pas. Bravo, bravo Claude, bravo Claude. C'est bien, il a eu le cœur de pas vouloir faire ça, Meskin. Claude met le cadavre dans un puisard sous une dalle de béton. 3 mois plus tard, Altobella demande à Claude de sortir le cadavre pour le brûler. Claude et Armand, le mari d'Altobella, le placent dans la cheminée de l'auberge. Toute la nuit, Armand l'enduit de graisse de canard pour attiser la combustion. Au matin, Altobella met les cendres dans un sac poubelle. Elle le donne à Claude, qui va jusqu'à Toulouse, le jeter dans un conteneur public. Son mari, je veux en savoir plus sur son mari. Il n'y a pas un fait entrer l'accusé là, parce que ça m'intéresse. Je peux comprendre en fait que les enfants ils ont été manipulés et élevés par elle, donc t'es sous une emprise tellement incroyable que voilà, tu t'exécutes. Par contre, le mari, je voudrais bien en savoir plus. Je vais aller voir Ondelat. Le procès se déroule devant la cour d'assises de Montauban. Claude, le fils, n'est pas poursuivi car considéré comme ayant agi sous l'emprise de sa mère. À cette date, les faits caractérisant le viol commis par Franck sur Georges, sous la contrainte, sont alors prescrits. Ah merde, il y a prescription, putain. Enfin bon, du coup, c'est prescription pour elle, quoi. Pas pour Franck, j'imagine que lui aussi, il aurait de toute façon été considéré comme sous emprise. Mais au moins pour elle, malheureusement, elle-même ne peut même pas être jugée des viols, quoi. Altobella est la seule accusée, poursuivie pour séquestration ayant entraîné la mort de Georges Ourdin. La défense d'Altobella est assurée par maître Gilbert Collard. Il plaide un accident survenu un soir d'ivresse. Verdict, Altobella Capelleri est alors condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Elle fera appel. Le procès en appel se tient devant la cour de Toulouse. Le 29 septembre 2010, le verdict est rendu. Elle est condamnée à 20 ans. Chah, ils lui ont rajouté 5 piges. C'est bien fait pour ta gueule. Vous pensez qu'il était sous influence, le mari, ou vous pensez qu'il était aussi tordu qu'elle, hein? Parce que je suis désolée, la graisse de canard... Bon, après, c'est peut-être pas lui qui a eu l'idée. Peut-être qu'elle lui a juste donné, elle a dit tiens, vas-y. Apparemment, elle aime pas faire les choses elle-même, cette connasse. Elle aurait dû aller en prison plus tôt. Le pauvre Franck, c'est qui, Franck? C'est qui, Franck? C'est quelqu'un de sa famille, peut-être? Je sais pas, un neveu, je sais pas. Elle m'écœure, cette affaire. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup des françaises, mais celle-là, bien trouvé ce qu'ils ont. Un ancien policier armé d'un fusil et d'un couteau a tué jeudi, écoute bien, 37 personnes. 37 personnes. Et attends, l'horreur n'est pas terminée. Majoritairement des enfants dans une crèche. L'un des pires massacres que le royaume ait connu. Il a ensuite tué sa famille à lui et s'est donné la mort. Le nouveau bilan de la police royale thaïlandaise fait état de 37 morts, dont 23 enfants. Et la famille donc du mec là, 12 blessés, dans le district rural de Naklang, dans le nord du pays, en plus de l'assaillant. Le tireur âgé de 34 ans, équipé d'un fusil, d'un pistolet et d'un couteau, a ouvert le feu dans une crèche vers 12h30, heure locale, a décrit le colonel de police Jakapat Vijitrataya. Il a ensuite pris la fuite en voiture en fauchant au passage plusieurs passants, plusieurs piétons, avant de tuer sa femme et leur garçon. Le massacre a pris fin quand il s'est donné la mort. L'assaillant s'est garé devant la crèche, il a tiré et tué 4 des employés qui déjeunaient devant, à 12h30, l'heure du déjeuner. Il a défoncé la porte d'entrée avec son pied, il est entré et a commencé à taillader la tête des enfants avec un couteau. Le tireur, Pania Kamrab, qui réside près de la crèche, avait été limogé de son poste de sergent. Limogé?
j'avais jamais entendu ce mot, de son poste de sergent en juin, en raison d'un problème lié à la drogue. La Thaïlande est l'un des pays du monde comptant le plus grand nombre d'armes en circulation. Ah bon? J'étais pas au courant. Quelles sont les motivations? J'ai beaucoup trop de questions sur cette affaire. Quelles sont les motivations en dehors d'une simple vengeance de je viens de perdre mon taf, on vient de me lâcher, donc tu tues des enfants? Bon, déjà, il faut essayer aussi de comprendre sa logique de merde. Pourquoi il a aussi inclus sa femme et leur enfant? Je pense que c'est la raison pour laquelle les fusillades et les tueries de masse me sidèrent autant, surtout quand c'est dans des écoles. Et c'est pour ça que Sandy Hook, Uvalde m'avait autant marqué. Et la STEM School aussi, que j'ai traité sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je pense que ça m'avait autant marqué, en fait. De me dire, mais comment c'est possible de faire ça dans des écoles? Juste le concept même de prendre une arme et de te dire, je vais aller tuer des gens que je connais pas, voilà. C'est une combinaison qui est loin d'être gagnante. Un Espagnol d'une vingtaine d'années a été testé positif à toutes les drogues détectables par les forces de l'ordre, rapporte le Parisien. Ce conducteur de 20... Ah, conducteur, ah, c'est quand même moins drôle. Ce conducteur de 25 ans voulait prendre une voiture avec plusieurs de ses amis de Carcastillo dans le nord de l'Espagne, samedi 11 août. Mais un voisin a alerté les forces de l'ordre, leur expliquant que plusieurs personnes montaient à bord d'une voiture alors qu'ils étaient en état d'ivresse. Interpellé par les policiers, le jeune homme a été contrôlé positif au cannabis, aux amphétamines, aux méthamphétamines, à la cocaïne, aux opiacés. Le vingtenaire était en plus sous l'emprise de l'alcool, 6, avec un taux d'alcoolémie de 0,60 mg par litre de sang, alors que la limite espagnole est fixée à 0,50 comme en France. Le conducteur a écopé d'une amende de 1000 €. C'est pas assez. 1000 € par substance ou 1000 € au total. Il a écopé d'une amende de 1000 € et sa voiture a été saisie par des policiers. 6 points ont été retirés de son permis. Normalement, ils auraient dû retirer plus. Donc pour conduite en état d'ivresse... Ah d'accord, attends, la phrase n'était pas finie. Il en a perdu 6 autres pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Putain. Les policiers ont ajouté une amende de 200 € et le retrait de 3 points. Il est en négatif? C'est possible d'être en négatif de points? Pour non-port de la ceinture de sécurité. Un total de 15 points perdus, alors que le permis espagnol, à l'instar du permis français, n'en compte que 12, comme en France. Boire ou conduire, il faut choisir, mais faut rentrer à la maison. Ça se trouve, il y avait même des substances qui n'existent même pas encore officiellement, tu sais. Le mec, il a peut-être des trucs pas testables. La police a reçu un appel vendredi soir, rapportant que 2 hommes avec des pulls à capuche et des visages peints auraient tenté de pénétrer dans la maison d'un homme à Carroll, dans l'Iowa. Lorsque la police a arrêté un véhicule correspondant à la description de l'appelant, ils ont été stupéfaits par le déguisement des 2 hommes. Il n'y avait pas de masque de ski ou de bas de collants tirés sur leur tête. Au lieu de ça, Matthew Alan McNally, 23 ans, et Joey Lee Miller, 20 ans, avaient strié leur visage avec des marqueurs noirs permanent. Le chef de la police de Carroll, Kyler, l'officier Kyler, a déclaré à CNN que les déguisements étranges avaient facilité la tâche des officiers. Nous sommes des enquêteurs très qualifiés, et les visages noirs les ont tout de suite donnés. Un visage peint en noir, c'est peut-être pas bien traduit, mais les ont tout de suite grillés. Je dois supposer que les officiers ont ri au moment de l'arrestation. Je n'ai jamais entendu parler de gens qui colorent leur visage avec un marqueur permanent. Je pense que c'est le mugshot de l'année. Kyler, donc l'officier, Kyler a déclaré que la police croyait que l'un des cambrioleurs présumés avait ciblé la maison parce qu'il soupçonnait sa petite amie d'avoir une relation avec l'homme qui vivait. D'accord. Du début à la fin, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Les 2 hommes ont été accusés de tentative de cambriolage et McNally a également été accusé d'avoir conduit, ceci explique cela, un véhicule en état d'ébriété. Ok, je comprends bien. Les avocats des 2 hommes n'ont pas pu être contactés pour commenter. Tu m'étonnes. C'est quoi la défense que tu utilises pour des clients comme ça, comme avocat? Je suis chef donc de la police depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait rire, des choses étranges, mais c'était probablement la meilleure combinaison des deux. Étrange, bizarre et drôle en même temps. Le premier ressemble un peu à Batman, ça fait un peu... on dirait qu'il a essayé de faire un peu quelque chose de plus artistique. L'autre, c'est presque du Picasso. Ils ont dû se le faire à l'un l'autre. C'est pas con ça. Viens, je vais te déguiser. Attends, moi je vais bien te le faire, parce que je te vois. Après une nuit en garde à vue, au début du mois de mars, un internaute évalue l'hôtel de police de Metz en Moselle. Il ne précise pas pour quel motif il a été arrêté, et il poste un avis mélangé d'éloges et d'ironie
sur Google concernant le commissariat. L'auteur ajoute même un commentaire quant à son chauffeur qu'il a emmené au poste de police. Personnel accueillant et chaleureux, les chambres individuelles et collectives sont très confortables. J'ai passé une nuit d'enfer. Rien à redire sur la propreté, on pourrait y manger par terre. Côté repas, c'était excellent. Les lasagnes en plastique, je n'en avais jamais goûté d'aussi bas. J'ai également apprécié le voyage en navette, à l'aller. Chouette véhicule et chauffeur fort sympathique, avec beaucoup de conversations. Bref, je recommande fortement cet établissement, j'ai hâte de retourner. Il y a des braquages planifiés avec méthode, préparés avec minutie, et dont chaque détail est étudié sous tous les angles. Et puis, il y a des braquages un peu moins élaborés, comme celui tenté samedi dans un magasin de cigarettes électroniques, par 6 pieds nickelés, à Montigny-sur-Sambre, dans la région de Charleroi, en Belgique. Voyant qu'il n'avait pas affaire à des clients ordinaires, Didier, le vendeur, a tout simplement demandé aux braqueurs de revenir plus tard. Ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, les policiers prévenus par Didier étaient également présents pour les accueillir. Il est environ 15 h lorsque les braqueurs font irruption dans la boutique. Certains portent une arme à la taille et dérobent des boîtes. Didier décide de la jouer au culot. Je leur dis que c'est à 18h30 qu'il faut me braquer. Tu vas me prendre 1000 balles. Si tu reviens le soir, tu vas prendre plus. Il est trop fort ce mec. Le coup de bluff fonctionne. Les braqueurs partis, Didier appelle la police. Les forces de l'ordre ont du mal à croire que les malfaiteurs vont revenir. Le vendeur leur explique qu'il n'est pas tombé sur des lumières. Il a rien senti. La suite des événements lui donne raison. Mais les braqueurs refont leur apparition vers 17h30 et non 18h30. Didier tente un nouveau coup de bluff et leur dit d'acheter une montre. Quand les malfaiteurs pénètrent pour la 3e fois de la journée dans le magasin, les policiers sont aussi au rendez-vous. 5 personnes sont interpellées, dont un mineur. Il est trop fort vous êtes forts les Belges là, dis donc. Faut pas vous braquer, du coup. Merci aux personnes qui nous ont rejoints, merci aux personnes qui nous ont raid et qui sont restées du raid. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur les autres réseaux sociaux, et notamment sur la chaîne à regarder après minuit. Excellente fin de journée, fin de soirée, fin de début de matinée, brunch, tout ce que vous voulez, et on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Pour une émotion.